Vidéo numéro 23. L'Odyssée du photon. Bonjour. Dans la vidéo précédente sur les trous noirs, il a été beaucoup question de photons. C'est donc peut-être le moment de faire le point sur nos connaissances à son sujet. Qui dit photon dit lumière. Et c'est en effet l'étude de la lumière qui a fait émerger le concept de photon. La lumière est en soi un sujet d'étude passionnant et compliqué, que nous ne pouvons qu'effleurer très superficiellement au niveau d'une courte vidéo. L'idée que la lumière pourrait être composée de corpuscules se déplaçant dans le vide avait déjà été émise par le mathématicien, philosophe, théologien et astronome Pierre Gassendi, qui était également un précurseur de l'atomisme. Cette idée fut aussi suggérée par René Descartes et développée par Isaac Newton, ce qui peut sembler étrange dans la mesure où Newton a travaillé beaucoup sur les aspects spectraux de la lumière, plus naturellement reliés à une conception ondulatoire. Pendant des siècles, la controverse a fait rage entre les partisans de la théorie corpusculaire et de la théorie ondulatoire, soutenue par Huygens, puis par Maxwell, qui l'a mise en forme mathématiquement dans le cadre électromagnétique, permettant de ranger dans une même famille la lumière et d'autres radiations telles que l'infrarouge et l'ultraviolet. Longtemps après Maxwell, on a ajouté à la famille, d'une part, les rayons X et gamma du côté des hautes fréquences, d'autre part, les ondes radio et les micro-ondes du côté des basses fréquences. La lumière visible ne représente qu'une bande très étroite de fréquences dans la famille des ondes électromagnétiques. L'idée d'une nature corpusculaire de la lumière a refait surface à propos de l'effet photoélectrique découvert expérimentalement en 1839 par Antoine César Becquerel et son fils Alexandre Edmond, puis théorisé vers 1887 par Heinrich Hertz, le découvreur des ondes radio. En 1900, Max Planck travaillait sur le rayonnement du corps noir pour trouver une solution au problème dit de la catastrophe ultraviolette. En effet, à cette époque, les modèles de réponse du corps noir prédisaient l'émission massive d'ondes à très haute fréquence lorsque la température atteignait une certaine valeur, émission qu'on n'avait jamais pu constater expérimentalement. Et c'est Planck, lui qui ne voulait pas croire aux atomes, qui a lancé bien malgré lui la théorie quantique au niveau de l'énergie, avec l'introduction de sa célèbre constante. Il a reçu pour cela le prix Nobel en 1918. En cherchant à expliquer l'effet photoélectrique, Albert Einstein a conjecturé vers 1905, grâce aux travaux de Planck, que la lumière était le résultat du transport de particules porteuses d'énergie, plus tard baptisées photons, en 1926. Cette découverte lui a valu le prix Nobel de physique en 1921. Contrairement à ce qu'on pensait jusque-là, il est apparu que l'intensité n'est pas le facteur déterminant dans l'effet photoélectrique et que l'énergie d'un rayonnement lumineux augmente avec sa fréquence. Au niveau du photon, cette propriété est décrite par l'équation dite de Planck-Einstein. E, énergie, égale petit h, constante de Planck, multiplié par petit f, fréquence. À partir de là, la physique moderne s'est développée à toute vitesse. Les théories ondulatoires et corpusculaires de la lumière ont fusionné, et Louis de Broglie a étendu la dualité onde-corpuscule aux autres particules élémentaires. Le congrès Solvay de 1927, consacré aux photons et à l'électron, a vu la naissance de la mécanique quantique sous sa forme actuelle, qui privilégie au niveau des équations l'aspect ondulatoire. On suppose généralement que la vitesse de déplacement des photons s'identifie à celle de l'onde lumineuse, que ce soit dans le vide, dans l'eau ou dans le verre par exemple. On a identifié l'indice de réfraction d'un milieu transparent comme étant le rapport C sur V de la vitesse de la lumière dans le vide par la vitesse de la lumière V dans ce milieu. En réalité, c'est un peu plus compliqué, car sauf dans le vide, la vitesse de l'onde lumineuse dépend en réalité de la fréquence, c'est-à-dire de la couleur. Ceci est à l'origine du phénomène d'aberration chromatique qui doit être corrigé dans les instruments d'optique tels que la lunette astronomique ou l'appareil photographique. L'indice de réfraction est fort utile en optique et heureusement
son invention n'a pas attendu la découverte du photon. Nous sommes maintenant au XXIe siècle, et, si toute électronique moderne peut être considérée comme une conséquence des grandes théories physiques du XXe siècle, en revanche, l'introduction des quanta et de la relativité n'a pas tout résolu. La mécanique quantique est truffée de contradictions apparentes qu'on a essayé d'évacuer en disant que la réalité n'est pas déterministe au niveau des particules, et l'astrophysique rend compte de plus en plus de phénomènes incompréhensibles à l'échelle du cosmos. Il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être étudiées concernant le photon. La mécanique relativiste implique, si l'on suppose qu'il se déplace dans le vide à la vitesse petit c, que le photon n'a pas de masse au repos. Le problème est que la masse au repos ne signifie rien pour un corpuscule qui n'est jamais au repos par rapport à quoi que ce soit, d'après la loi relativiste de composition des vitesses. Le fait que la lumière adopte une trajectoire courbe au voisinage d'un objet massif n'est plus expliqué par la gravité, mais par la courbure de l'espace-temps, alors que l'espace et le temps sont des grandeurs artificielles. Le physicien et grand inventeur Nikola Tesla considérait ce point de vue comme absurde, et il est vrai que du point de vue mathématique, la courbure d'un objet que nous avons nous-mêmes défini comme étant plat au départ semble une contorsion intellectuelle très étrange. Que dirait Descartes, l'inventeur des coordonnées? Je terminerai cette vidéo en rappelant 3 petites questions qui me semblent fondamentales. Premièrement, quelle est la véritable nature du vide? Par quel mécanisme peut-il limiter la vitesse de propagation des informations s'il ne contient aucun obstacle à cette propagation? Deuxièmement, la vitesse de la lumière, que ce soit dans le vide ou ailleurs, est-elle celle de l'onde ou du déplacement du photon? Troisièmement, pourquoi la vitesse de la lumière est-elle constante dans le vide? Cette constante est-elle seulement locale ou vraiment globale au niveau du cosmos? Pour répondre à la dernière question, il faudrait pouvoir définir un temps intrinsèque indépendant des ondes électromagnétiques et pouvoir mesurer de façon intrinsèque des distances à l'échelle du cosmos, alors qu'actuellement, tout repose sur une analyse spectrale de la lumière émise. Un complet changement de perspective sera donc nécessaire, reposant sur des concepts dont nous n'avons pas la moindre idée aujourd'hui.